L'histoire avec un grand H, utilité et valeur de l'histoire. Donc, j'avais prévu de vous faire une conférence classique sur l'histoire, pourquoi c'est important, pourquoi c'est mal enseigné, pourquoi c'est utile, comment s'en servir. C'est effectivement ce qu'on va voir, mais avec les événements actuels, on a un rappel douloureux de l'importance de l'histoire pour comprendre la portée, le sens, la signification des événements. Je vais donner un exemple tout de suite, on va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet, parce que ce que j'ai pu lire dans les médias sur les attentats à Paris, ça n'apporte rien. C'est comme d'habitude un blabla récurrent sur ce qui s'est passé ou sur ce qu'on suppose qui s'est passé ou sur ce qu'on nous dit qui s'est passé. Mais sur les motivations de ces terroristes, les motivations des acteurs de cet événement, on n'a rien d'intéressant. Et sans se référer à l'histoire, on ne peut pas comprendre pourquoi ils ont fait ça et qu'est-ce qu'ils en attendent. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas directement nous la cible de ces événements. Bien sûr, on est la cible des attentats, c'est à Paris que ça s'est passé, mais de la même façon qu'il y a eu des attentats à Londres, de la même façon qu'il y a eu des attentats à Madrid, à New York, à Boston, et il y en aura d'autres. Non, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Ils n'ont pas fait ça pour nous dire, voilà, on va massacrer tous les Français, tous les Occidentaux, et on va imposer un État islamiste en Europe. Il ne s'agit pas de ça. La motivation des gens qui ont commandité cet événement, c'est d'apparaître comme les détenteurs légitimes du drapeau islamique. En fait, si on regarde dans l'histoire, ça fait presque un siècle et demi qu'on a une relation très compliquée avec les gens de cette région, et non seulement très compliquée, mais très conflictuelle. Je vais donner un exemple très clair qui va permettre de mettre les choses au point tout de suite. Pendant la Première Guerre mondiale, et on est tout près de la Première Guerre mondiale, puisque le 11 novembre vient de se passer, et c'est l'anniversaire clé de la Première Guerre mondiale. Donc le 11 novembre qui vient d'avoir lieu nous rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, le Moyen-Orient était partie prenante du conflit, puisque l'Empire ottoman, qui était en gros les Turcs plus une bonne partie du monde musulman, s'était rallié aux Allemands. Alors pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça? Tout simplement parce que les Allemands avaient été les seuls à répondre à la proposition de contrat de construction d'un chemin de fer qui allait d'Istanbul à Bagdad. Donc il y avait déjà des relations importantes entre l'Empire allemand et l'Empire ottoman. Donc très naturellement, les Ottomans, quand ils ont été sommés de choisir un côté, ils ont choisi le côté allemand, puisque c'était en gros le seul qu'ils connaissaient. Bon, il y avait aussi une histoire déjà plus ancienne, comme quoi à un moment les Anglais leur avaient vendu des cuirassés, et que ces cuirassés, ils ne leur ont pas livré pour des raisons pas très claires, et que par contre les Allemands, eux, ont été d'accord pour leur vendre et leur livrer des bateaux de guerre. Donc il y avait plus de confiance côté allemand que côté anglais. Mais bref, ce qui est important de comprendre, c'est que pendant donc la Première Guerre mondiale, les Ottomans, donc en gros les musulmans, étaient du côté allemand, et donc on a combattu contre eux. Et à l'intérieur de l'Empire ottoman, aussi bien les Anglais que les Français, d'accord, donc je continue, les Anglais que les Français ont fomenté des révoltes, des troubles à l'intérieur des tribus en Arabie Saoudite en particulier, avec par exemple le fameux Lawrence d'Arabie, l'anglais, en disant à ces tribus, eh bien, ralliez-vous avec du côté anglo-français, on va battre les Allemands, et après la guerre, on vous donnera votre autonomie. Vous ne ferez plus partie de l'Empire ottoman, vous aurez votre nation à vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment des négociations pour le traité de Versailles, et évidemment,
on les a oubliés à ce moment-là. On a effectivement créé des nouveaux pays, le Liban, l'Irak, mais qui étaient sous protectorat, français pour le Liban, anglais pour l'Irak. Principalement parce qu'il y avait du pétrole à cet endroit-là et que ça intéressait beaucoup les puissances occidentales. Donc en gros, une première fois, et ça n'a pas été la dernière, on a trahi notre parole, puisqu'on n'a pas tenu nos engagements et on les a roulés dans la farine. Et en fait, ça s'est répété encore et encore tout au long du XXe siècle. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les tribus arabes ont fini par comprendre qu'il n'y avait rien à attendre des Occidentaux. Et les dirigeants arabes ont voulu reprendre, oui, effectivement, ils étaient du mauvais côté avec les perdants, mais pas les tribus arabes qui avaient aidé les agents secrets français et anglais pour fomenter des mouvements de révolte, tant au Liban qu'en Arabie Saoudite et en Irak. Donc ces gens-là, à qui on avait promis comme récompense, vous aurez votre nation indépendante si vous vous soulevez contre le pouvoir ottoman, on les a trahis, on les a trompés. Ça a été une des premières fractures, mais il n'y a pas eu que celle-là. Et il y en a eu d'autres avant, au XIXe siècle, où en gros tout le Moyen-Orient était une partie de l'enjeu de l'affrontement entre les Anglais d'un côté, les Russes de l'autre, dans ce qu'on a appelé le grand jeu, qui allait en gros du Liban jusqu'à l'Inde. Et là encore, les Russes et les Anglais ont su jouer les uns contre les autres à l'intérieur des nations musulmanes. Oui, il y a un livre sur ça, c'est le formidable livre Le Grand Jeu, qui a été écrit au XXe siècle, réédité souvent, et qui décrit cette épopée extraordinaire qui s'est déroulée sur tout le XIXe siècle, qui est une épopée encore plus fascinante même que la conquête de l'Ouest en Amérique, et qui décrit comment les espions britanniques et russes ont réussi à grignoter des morceaux de ce qui restait de l'Empire ottoman. Bon, principalement dans la zone qui va de l'Irak au Pakistan, donc le Pakistan actuel, mais tout ça jouait beaucoup sur en fait le démantèlement et le morcellement de l'Empire ottoman qui était en déclin à ce moment-là. Bon, revenons au XXe siècle et revenons à des dirigeants arabes, comme par exemple Nasser, qui était le dirigeant de l'Égypte dans les années 50-60. Depuis cette époque-là, ces dirigeants ont eu le souci, ont eu l'objectif, ont eu la motivation d'apparaître comme le leader de la nation arabe, pour unifier à nouveau l'ensemble de ces peuples derrière une seule bannière, de façon à faire front face aux Occidentaux en particulier. On en a eu un premier exemple en 1956, quand les Anglo-Français et les Israéliens ont attaqué Nasser à cause du canal de Suez. Nasser avait nationalisé le canal de Suez, et à la limite ça peut se comprendre puisque ça passait chez lui, ça passait en Égypte. Et les Anglo-Français ont dit qu'est-ce que c'est que ça, c'est à nous, t'as pas le droit de faire ça, on va intervenir militairement pour te le reprendre. Et les Israéliens étaient d'accord puisqu'ils considéraient que l'Égypte était un voisin menaçant et que s'il n'y avait plus ce tempo anglo-français pour les délimiter, il devenait encore plus dangereux. Donc il y a eu une intervention militaire des anglo-français qui a été un succès jusqu'au moment où les Américains et les Russes ont sifflé la fin de la récréation et ont dit non, vous ne pouvez pas intervenir comme ça dans cette zone-là, c'est nous qui décidons, qui peut mettre la main sur les pays, vous ne faites plus partie des grandes puissances. D'ailleurs, ça a été une date très importante, ce qu'on a appelé la crise de Suez en 1956, parce que ça a été la première fois que officiellement les superpuissances ont dit c'est nous qui décidons de ce qui se passe dans le monde, et les anciennes superpuissances, donc les Français et les Anglais, vous comptez plus, vous la bouclez et vous restez dans votre coin. Vous restez dans votre coin, vous vous occupez de démanteler vos anciens empires coloniaux. Alors les Israéliens dans tout ça, les Israéliens, eux, ça a été les seuls gagnants de cette histoire parce que les Anglo-Français ont été obligés de rembarquer
et de laisser le canal de Suez aux Égyptiens. Mais les Israéliens, eux, ils n'ont pas embarqué. Ils avaient mis la main sur le désert du Sinaï et ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé parce qu'ils considéraient que c'était une zone importante pour eux, une zone tampon pour surveiller les Égyptiens et prévenir la possibilité que les Égyptiens fassent une offensive par le nord pour venir attaquer les Israéliens. Donc les seuls qui ont bénéficié de l'opération, ce sont les Israéliens. Mais pour en revenir à Nasser, Nasser a été le premier leader arabe de la nation arabe, et pas seulement donc des Égyptiens, est reconnu comme tel par l'ensemble des peuples, jusqu'à ce qu'il meure d'une crise cardiaque au début des années 70, je ne sais plus exactement, mais ça n'a pas trop d'importance. Et ensuite, les autres n'ont eu de cesse de reprendre le flambeau, de reprendre le drapeau pour dire c'est moi le leader des nations arabes et c'est moi qui peux vous protéger face aux menées des nations occidentales. Plus récemment, par exemple, c'était le rôle qu'a essayé d'endosser Saddam Hussein. Bon, ça s'est mal terminé pour lui. Mais fondamentalement, c'était la démarche. Alors, la question, c'est les Israéliens ont-ils un joker pour se permettre des manœuvres géopolitiques aussi osées? Oui, absolument, puisque en gros, ils disent nous, on est l'avant-garde de l'Occident dans cette région. Il faut nous protéger, il faut nous préserver notre existence à tout prix, parce que si on n'est plus là, on ne sera plus en mesure de les tenir tranquilles. Sous-entendu, les nations arabes. En gros, on est votre bastion avancé, votre bastion de surveillance et votre bastion de police. Donc il faut nous préserver. En gros, Israël, c'est une forme de base permanente. Bref, je reviens à la notion importante qui permet de comprendre les événements actuels, à savoir cette notion de leadership dans la nation arabe. C'est précisément pour ça qu'on a une entité qu'on appelle Daesh, qu'on appelle ISIS, qu'on appelle État islamique, ça n'a aucune importance. Alors, j'ai une question. Attends, comment les Français et Anglais ont réagi au fait que Nasser va y faire à sa façon? Justement, ils ont très mal réagi. Quand Nasser a nationalisé le canal de Suez, les Anglo-Français ont dit non, on intervient militairement. C'est-à-dire que tu as mis des troupes pour prendre les aspects clés du canal. Nous, on envoie des troupes pour les déloger et puis pour reprendre possession de ce qui est à nous. Il faut se souvenir que le canal de Suez a été creusé pendant le 19e siècle avec des capitaux anglais et français, et que la société du canal de Suez était une société anglo-française. Donc, quand Nasser a voulu nationaliser ce qui était considéré comme un bien occidental, les Occidentaux, donc les Anglais et les Français, ont mal réagi et ils ont intervenu militairement. Ils considéraient que la nationalisation du canal était un axe de guerre et qu'elle justifiait une intervention militaire. Donc c'est ça ce qu'on a appelé la crise de Suez en 1956. Bon, je reviens encore une fois. Vos interventions sont les bienvenues et les questions sont bonnes, elles sont légitimes, elles sont justifiées. Mais il faut avancer. Donc, pourquoi est-ce que l'État islamique, puisqu'on l'appelle comme ça, ou ISIS, on l'appelle comme on veut, ça n'a aucune importance, a récemment revendiqué l'attentat sur l'avion russe et les attentats sur Paris? C'est pas tellement pour faire en sorte que l'ensemble des Occidentaux s'allient entre eux et se liguent contre eux, parce que c'est ce qui va arriver, mais c'est le résultat de cette unification contre eux qui les intéresse. Eux, ce qu'ils veulent, leur véritable audience, le spectateur auquel ils s'adressent, c'est les gens de la nation arabe. Ce sont les musulmans, les islamistes radicaux, qui cherchent une bannière derrière laquelle se ranger pour le djihad, pour la guerre sainte, pour faire face, se défendre contre l'Occident et reprendre enfin l'initiative et leur fierté. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand on a étudié l'histoire de ces pays sur les 2 derniers siècles, pas besoin de remonter plus loin,
on s'aperçoit que la volonté principale de ces protagonistes, c'est d'apparaître comme le leader, c'est d'unifier des forces éparses, des groupuscules éparpillés qui seuls. Et justement, c'est ça. Ça, c'est la meilleure propagande. Là, la question, c'est pourquoi ne pas faire de la propagande à leur cible directe. Mais la meilleure propagande à faire à leur cible directe, c'est de dire, regardez, on est capable d'attaquer les Occidentaux et leur faire du mal. C'est ça qu'attendent leur audience. C'est ça qu'attendent, comment dire, cette cible directe, ces spectateurs. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un homme fort, une entité assez forte, qui n'a pas peur des Occidentaux, qui ne se rend pas complice des Occidentaux, qui ne va pas passer des accords, qui ne va pas devenir un allié ou un sujet ou comment dire, un protectorat pour ensuite se ranger derrière le diktat des forces occidentales. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent une entité, un drapeau qui aura comme objectif, comme prétention de les libérer, de les rendre autonomes, de les unifier et de les rendre à nouveau, de leur rendre leur gloire passée. C'est ça la promesse de vente, en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'il faut lire les événements actuels, mais également les événements passés de ces 10 dernières années. En gros, il y a eu une lutte de différents groupuscules, on l'a dit, on a d'abord parlé d'Al-Qaïda, et puis maintenant c'est cette entité. En gros, l'objectif de ces gens, c'est de passer de l'état de groupuscule, de petite entité, à un véritable acteur visible et qui unifie tous ces wannabes qui demandent qu'une chose, c'est de partir en guerre contre le pouvoir occidental détesté. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une entité crédible qui se manifeste. Et la crédibilité, elle s'acquiert à travers des actions qui sont sans compromis. Pour en revenir à Nasser, quand Nasser est mort d'une crise cardiaque naturelle, c'est Anwar el-Sadat. C'est Anwar el-Sadat, oui, wannabes avec un S, c'est vrai. C'est Anwar el-Sadat qui a pris sa succession. Et dans un premier temps, Sadat, il a fait comme les autres, il a fait la guerre aux Israéliens. Après le désastre de 1967, il y a eu la guerre de 1973, qui a été presque successful, mais pas tout à fait. Et les Israéliens, une fois de plus, ont gagné à la fin de la guerre des 6 jours. Alors là, j'ai une question, c'est pourquoi est-ce que l'Occident est-il si détesté par ces pays? Tout simplement parce que l'Occident est vu comme un exploiteur. Il est vu comme un exploiteur. Il est vu comme des gens qui n'hésitent pas à venir et à fomenter des coups d'État pour piller les ressources. Ce qui, dans une large mesure, est absolument vrai. Les compagnies pétrolières qui exploitent le pétrole au Moyen-Orient, dans la plupart des cas, ce sont des compagnies pétrolières occidentales. Ce ne sont pas les nations arabes qui profitent directement des ressources qu'on extrait dans leur sol. En plus, on arrose, on suscite la corruption pour pouvoir le faire d'une façon éhontée. Un exemple qui situe bien la problématique, c'est au début des années 50, en Iran, il y a eu, comment il s'appelait, Mogadasha, je ne sais plus exactement le nom du Premier ministre, ça a peu d'importance, qui justement a eu l'attitude de dire les compagnies pétrolières occidentales, on les nationalise, tout le pétrole iranien pour les Iraniens, on le vendra avec notre compagnie à nous, et les Américains, les Anglais, etc., ils peuvent aller se rhabiller. Et les Américains ont très mal réagi, ont qualifié que ce Premier ministre qui avait été élu grâce à des élections tout à fait légitimes et apparemment qui s'étaient déroulées normalement. On dit ce type-là est un communiste, c'est un danger pour le camp occidental, et
Et il faut le renverser. Et effectivement, la CIA a monté une opération, et d'ailleurs, c'est même pas secret. Les archives qui sont aujourd'hui disponibles, les documents qui ont été déclassifiés, montrent bien l'implication directe de la CIA dans cette opération, dans ce coup d'État. Et ils ont renversé ce type. Ouais, c'est ça, c'est un hitman qui s'est occupé de créer des manifestations au sein de Téhéran pendant quelques jours. Et ensuite, on a fait revenir le Shah d'Iran, qui était une marionnette des Occidentaux, pour que ça continue business as usual. Donc, avec l'affaire de l'Iran dans les années 50, les nations arabes ont parfaitement compris qu'elles étaient face à un Occident prédateur qui... oui, effectivement, c'est pareil aussi dans les pays d'Amérique du Sud. Mais dans les pays d'Amérique du Sud, il n'y a pas la même mentalité, il n'y a pas la même unité de peuplement qu'on trouve dans les zones du Moyen-Orient et du Maghreb. Qu'on le veuille ou non, qu'on le comprenne ou pas, il y a là une unité de peuplement et une unité de religion. Oui, en particulier en Amérique du Sud, il n'y a pas de musulmans, ce qui est un élément important. Donc il y a une unité de peuplement et une unité de religion qui crée une nation arabe qui existe dans les têtes et dans les cœurs, mais qui n'existe pas officiellement. Et c'est ça, en gros, que les gens essayent de recréer en se trouvant un leader. Et si ce leader est violent, si ce leader est capable de faire des actions terribles en faisant exploser des bombes dans les capitales occidentales, eh bien très bien, parfait. C'est exactement ce qu'ils veulent. Dans un premier temps, ils veulent se venger. Enfin bref. Voilà pourquoi la connaissance de l'histoire permet d'avoir une lecture plus juste des événements du présent. On s'appuie sur le passé pour comprendre ce qui se passe au présent et avoir une petite idée de ce qui peut arriver dans l'avenir. Alors là, essayons ça, faisons l'exercice. Qu'est-ce qui peut arriver dans l'avenir ? Le scénario le plus probable, c'est qu'effectivement, avec des exactions comme ce qui s'est passé à Paris et les autres qui vont arriver plus tard, que ce soit encore à Paris ou ailleurs, parce que ça ne va pas s'arrêter, eh bien, vont créer justement une unification des forces occidentales contre un adversaire unique qui sera désigné en tant que tel. Et là, en quelque sorte, on va officialiser la position de l'ISIS en le bombardant autant qu'on pourra. Et en faisant ça, à chaque fois, on renforcera cet adversaire qui, comme le disait Villepin dans la vidéo que je viens de regarder juste avant, qui est une main invisible, qui est insaisissable, qui est difficile à combattre. Ça, on est dans un système de conflits asymétriques. Et les conflits asymétriques sont très difficiles à gérer. Donc on va en quelque sorte alimenter nous-mêmes cet incendie. C'est comme si on arrosait un petit foyer d'incendie avec de l'essence. Évidemment, dans ce cas-là, ça brûle encore plus. Et c'est pas comme ça que ça va s'éteindre. Parce que si on s'imagine qu'il suffit de leur balancer quelques bombes et de faire quelques raids et d'assassiner quelques leaders pour que ça s'arrête, on se trompe complètement, puisque c'est exactement ce qu'ils veulent. Et là aussi, il suffit de regarder l'histoire récente. Quand les Russes ont envahi l'Afghanistan dans les années 70-80, eh bien, ils s'imaginaient qu'il suffisait de taper toujours plus fort, en balançant toujours plus de bombes, avec des armes toujours plus modernes, pour réduire ces moudjahidines à la poussière qu'était leur pays. Et on sait ce qui s'est passé, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas une seule guerre, effectivement, comme le dit le commentaire que je viens de lire, il n'y a pas une seule guerre qui a été remportée par une armée régulière face à des terroristes qui font une guérilla. Et justement, dans le grand jeu, dans l'affrontement entre les Anglais et les Russes, aussi bien les Anglais que les Russes se sont cassés les dents sur les Afghans plusieurs fois en tentant de mettre le pays à genoux avec des armées régulières. Les armées régulières sont tombées dans des guet-apens, dans des embuscades et ont été réduites comme ça par des combats d'usure.
Il n'y a pas une seule fois dans l'histoire on a une armée régulière qui arrive à dompter un pays, sauf à le réduire entièrement en cendres, mais dans ce cas-là, on ne voit pas l'intérêt. Quand on envahit un pays, c'est généralement pas pour tuer tout le monde et tout réduire en cendres. Sinon, les objectifs de guerre ont été mal compris au départ. Le pétrole dans tout ça, bah oui, c'est-à-dire que le pétrole a été la justification depuis le début du XXe siècle, la justification de toutes nos actions et toutes nos exactions dans ce monde-là. Et c'est sûr que si on avait moins besoin du pétrole, c'est clair que le Moyen-Orient, sur le plan géopolitique, peserait beaucoup moins. Bon, je reviens à l'histoire avec un grand H. Je reviens au fil rouge que j'avais imaginé pour cette conférence. Encore qu'on a déjà vu un gros morceau. Le gros morceau, c'est pourquoi c'est important. Pour ne pas être un idiot qui gobe ce que balancent simplement les médias, et d'être capable de lire entre les lignes, et d'être capable d'avoir une vision à peu près correcte de ce qui peut arriver à l'avenir. Le gros problème de l'histoire, c'est qu'elle est très dévalorisée. C'est vu comme une discipline rébarbative, horriblement mal enseignée. On vous balance des dates à retenir sur des événements sur lesquels on ne voit pas de lien, on ne voit pas de mise en contexte, avec des professeurs qui sont très éloignés des spin doctors et qui ont un charisme qui, le plus souvent, équivaut à un poisson mort. Donc évidemment, dans ces cas-là, ça ne marche pas. C'est d'autant plus dommage que l'histoire est une formidable matière. Si on regarde les bons raconteurs qui se sont appuyés justement sur l'histoire, dans les années 70, il y a eu un phénomène de télévision avec justement ces raconteurs comme Alain Decaux, André Castelot, mais également Henri Guillemin, et même Alain Bombard. Alain Bombard, par exemple, qui n'était pas historien, mais qui était un formidable raconteur, s'appuyait sur l'histoire des navigateurs pour la raconter, et c'était absolument fascinant. Ça avait un grand succès. Donc c'est pas vrai que la matière est rébarbative, c'est essentiellement la façon dont elle est présentée, dont elle est enseignée, dont elle est expliquée. Donc l'histoire est dévalorisée parce que justement peut-être veut-on cacher sa véritable importance. Il faut bien comprendre que l'histoire actuellement, c'est essentiellement de la propagande. Il n'y a pas d'histoire qui est utilisée simplement pour l'édification du peuple. L'histoire est un script qui est écrit et réécrit en permanence pour justifier des situations. Généralement justifier le statu quo, généralement justifier le fait que on va... Oui, l'histoire est écrite par les vainqueurs, bah ça c'est une évidence, mais c'est une évidence qu'on oublie souvent alors qu'elle est continuellement sous nos yeux. L'écriture de l'histoire est toujours accompagnée d'un agenda, elle n'est jamais objective. Voilà, c'est exactement ça, c'est jamais objectif, c'est toujours subjectif, c'est toujours avec un objectif derrière, toujours avec l'idée de justifier une situation, justifier des actions, justifier des statu quo et généralement des mainmises sur des ressources. On a plein d'exemples. Parlons à nouveau d'Israël, rapidement, parce que je ne veux pas trop être lourd là-dessus. Mais la politique actuelle d'Israël sur ce qu'on appelle les territoires occupés, elle repose précisément et même uniquement sur le fait qu'Israël proclame continuellement, de façon récurrente jusqu'à la nausée, que c'est leur terre historique. Et là-dessus, ils s'appuient sur leur occupation de ces mêmes terres il y a plus de 2000 ans. Si on veut avoir un doute sur l'importance de l'histoire, enfin, si on veut avoir une confirmation de l'importance de l'histoire, on l'a là. On l'a dans cette épine dans le pied qu'on a depuis 40 ans, qui est
le conflit israélo-palestinien, et qui provient principalement d'une interprétation différente des uns et des autres sur le contexte historique lié à cette région. Donc l'histoire, c'est le levier politique le plus employé aujourd'hui, même et surtout quand on ne s'en rend pas compte. Parce que justement, cette propagande est tellement présente à tous les niveaux, employant toujours les mêmes ressorts, toujours les mêmes leviers, en s'appuyant sur cette base, sans le dire, sans le business, en fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On va vous expliquer, quand on va vous expliquer la culture économique, on va vous donner des exemples historiques qui montrent bien que ça a toujours été comme ça, il n'y a que comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est grâce au progrès validé année après année, décennie après décennie, que c'est ainsi que sont les bonnes pratiques et que toutes les alternatives, c'est pas envisageable, ça marche pas. L'exemple le plus connu, c'est évidemment l'alternative communiste, qui a effectivement été un échec, mais qui a été utilisée, pareil, ad nauseam, par les propagandistes économiques, en s'appuyant justement sur cette parenthèse historique. Alors, les négations de l'importance de l'histoire, on en voit toujours, on en a toujours, et généralement ça se résume à oui, bien sûr, mais c'est pas comparable, la situation actuelle est inédite, on n'a jamais vu ça, c'est complètement sans précédent. C'est pas vrai. Alors, là j'ai une question, je la traite tout de suite. Pourquoi 11 ans d'écart entre les attentats de Madrid en 2004 et ceux de Paris? Alors justement, non, il n'y a pas 11 ans d'écart. Puisque, certes, entre Madrid et Paris, on voit 11 ans, mais entre Madrid et Paris, il s'est passé plein de choses. Il ne se passe pas 2 ans sans qu'il y ait un attentat quelque part dans le monde occidental. Et au-delà, si ce n'est pas le monde occidental, ce sont ses voisins ou ses alliés ou ses partenaires économiques. Il ne faut pas oublier que des attentats, il y en a eu aussi à Bali, il y en a eu en Inde, je crois que c'est Delhi, je ne sais plus exactement, et toujours avec des revendications derrière menées par des groupes radicaux islamistes. Donc il y a eu les attentats à Londres, mais il ne faut pas oublier non plus ceux de Boston, et ainsi de suite. Il y a continuellement des petits foyers qui sont allumés pour rappeler au clan occidental qu'il est en danger, qu'il est menacé, qu'il a à nouveau un ennemi, que cet ennemi est difficile, insaisissable, et qu'il faut le combattre dans la durée, ce qui justifie cet état de guerre permanent qu'on a depuis le début des années 2000. Depuis le début des années 2000, on est dans un état de conflit permanent, et avec des foyers toujours plus nombreux. Alors dans le cas de Boston, c'est plus compliqué parce qu'on a mis ça sur le dos de 2 frères tchétchènes. Un qui a été abattu, l'autre qui a été mis en prison. Mais même si là, il n'y a pas eu une revendication d'un groupe islamiste distant, il y a eu l'alimentation du climat de peur et du climat de les terroristes peuvent frapper tout le temps, partout. Donc c'est dans cette perspective qu'on peut inclure, qu'on peut faire une lecture de ce qui s'est passé à Boston, même si effectivement c'est pas tout à fait dans la même lignée que ce qu'il y a eu à Madrid et à Londres. Encore que sur Madrid, Londres et les autres, Bali, New Delhi, etc., il y aurait beaucoup à dire parce que bien souvent ces attentats, la façon dont ils se sont déroulés, et sur ce qu'on nous en a dit, il y a énormément de questions en suspens, hein, un peu comme le 9/11. Mais c'est vrai que là, plus récemment, c'est en France que ça se passe, en janvier dernier à Charlie Hebdo, et puis là, plus récemment, cette série d'attentats à Paris. Mais bon, je le répète, la bonne lecture de ces événements, c'est pas de regarder ça à la petite semaine. C'est pas de regarder ça à l'instant immédiat, c'est de mettre ça en perspective. Sinon, effectivement, on ne comprend rien.
Donc je reviens sur les négations de l'importance de l'histoire, le fait que généralement on vous dit c'est sans précédent, donc il n'y a pas de substrat historique qui permette d'appuyer une analyse. On ne peut pas regarder le passé pour comprendre le présent, puisque le présent est radicalement différent de tout ce qu'on a eu précédemment. Évidemment, quand on dit ça, on dit une grosse bêtise, parce que peut-être y a-t-il des exceptions, mais elles sont rares, parce que généralement, on trouve toujours des précédents, même quand on s'y attend pas. Le meilleur exemple, un de mes préférés, c'est pas le seul, hein, mais un de mes préférés, c'est l'Internet. Quand l'Internet a eu le boom qu'on a connu dans la deuxième moitié des années 90, il y a eu beaucoup d'analyses sur ce qui se passait et sur ce qui allait se passer, et généralement, c'était vu comme un nouvel âge d'or parce que c'était sans précédent. On n'avait jamais vu ça, l'humanité n'avait jamais été confrontée à un tel changement, à une telle évolution, à une telle rapidité d'évolution. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans le cas de l'Internet, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a eu un précédent et c'est le télégraphe. À la fin du 19e siècle, il y a eu un boom lié à la mise au point et l'expansion du télégraphe à l'échelle mondiale, qui a été absolument bouleversante sur tous les points. Et le télégraphe a eu des conséquences dans tous les domaines, y compris dans la naissance des mass médias et dans la conduite opérationnelle de la guerre. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des rapports beaucoup plus vite qu'avant, remontant au commandement central. Le télégraphe, c'est c'est les dernières décennies du 19e siècle. En gros, c'est de 1860 à 1910. Donc, on a eu presque une transposition exacte des conséquences et du bouleversement apporté par le télégraphe dans l'Internet. Il y a même eu des parallèles absolument renversants. Par exemple, il y a les disputes qu'on connaît sur les noms de domaine Internet aujourd'hui. Mais il y a eu la même chose sur le télégraphe, parce que les adresses de télégraphe étaient associées à des alias. Et ces alias, évidemment, pour qu'ils soient utiles, devaient être uniques. Donc on se disputait les alias les plus parlants, parce que c'était évidemment beaucoup plus pratique. Oui, c'était l'équivalent du sexe.com à la fin du 19e siècle, sauf qu'à l'époque, on ne le disait pas comme ça. Mais enfin bref, tout ça pour dire que on vous dit, il n'y a jamais eu de précédent, regardez, l'Internet, c'est une technologie complètement nouvelle, donc il n'y a rien dans le passé qu'on peut examiner qui nous permettrait de comprendre ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer, et c'est faux. C'est complètement faux. En matière économique, les différentes crises économiques, ouais, c'est du jamais vu. c'est tout à fait... Ça, c'est de la propagande, mais c'est de la contre-propagande. En gros, c'est pour faire en sorte que, non, vous êtes trop abrutis, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la culture pour vous faire votre propre opinion. Donc, contentez-vous d'avaler le déversement des médias avec ces soi-disant experts, et puis ce sera bien assez bon pour vous, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez ni le niveau d'éducation, ni le niveau de culture nécessaire. Et c'est tout simplement faux. C'est tout simplement faux parce que c'est facile de se documenter, c'est facile d'avoir accès au passé, en tout cas à une certaine écriture du passé. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avaler pour vérité absolue tout ce qu'on trouve dans les livres d'histoire. Oui, absolument. Si un expert vous dit c'est pas possible, bah, trouvez-en un autre qui, lui, vous dira bah, si, c'est possible, il suffit de faire comme ci, faire comme ça. Bref, pour en revenir à ces sans précédents, on l'a eu également sur, par exemple, l'arme absolue, quand la bombe atomique est arrivée. Quand la bombe atomique est arrivée, on a dit oh là là, ça c'est un bouleversement tellement terrible que toutes les stratégies militaires qu'on avait élaborées auparavant,
tout ce qu'on a pu lire sur Clausewitz, par exemple, bah, ça ne sert plus à rien, tout est remis en cause, et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'autre chose que de l'arme atomique. À partir du moment où on a des bombardiers équipés de bombes atomiques ou des missiles intercontinentaux, on n'a pas besoin d'une armée traditionnelle, puisque la prochaine guerre, ce sera une guerre atomique, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas utilisé l'arme atomique, et tant mieux. Enfin, on l'a utilisé dans un seul cas, c'était sur le Japon, ça les a beaucoup calmés d'ailleurs. Mais après, les protagonistes, aussi bien d'un côté que de l'autre, se sont efforcés de surtout ne pas avoir recours à cette arme. Donc d'ailleurs, à la limite, le côté dissuasion, destruction mutuelle assurée, on peut dire que ça a fonctionné. Donc ça n'a pas été tout à fait inutile. Mais surtout, cette notion d'arme absolue, et on n'a jamais vu ça avant, c'est pas vrai. Dans le passé, on a eu les mêmes situations. Quand finalement la poudre à canon, a été introduite en Europe au moment, grosso modo, de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Eh bien, ça a remis en cause complètement l'architecture militaire, c'est-à-dire que les forteresses, les châteaux forts habituels sont devenus obsolètes pratiquement du jour au lendemain. Et d'ailleurs, il y a eu des discussions pour demander au pape d'interdire l'usage de la poudre à canon pour les armes à feu, parce que c'était vu comme une nouveauté tellement submergente qu'elle changeait complètement les règles de la guerre, et on considérait que ceux qui se servaient d'une arme à feu étaient des lâches, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le courage, ils n'avaient pas l'équipement génital nécessaire pour aller se battre au corps à corps avec des armes blanches bien tranchantes pour prendre le pas sur l'adversaire d'en face. Quand le fameux chevalier Bayard est mort, il est mort parce qu'il a pris un coup d'arquebuse, mais on a considéré que c'était lâche parce qu'il a pris ce coup d'arquebuse à distance. Ben oui, c'est ça, l'intérêt des armes à feu, c'est de pouvoir projeter un projectile à une certaine distance avec une certaine vitesse. Bref. Alors, un autre élément également pour comprendre pourquoi l'histoire a une si mauvaise image, aussi mal comprise, aussi mal valorisée. Mais parce qu'il y a très peu d'historiens. Les vrais historiens, il y en a très très peu. Et de temps en temps d'ailleurs, ceux qui font un vrai travail d'historien ne le sont pas. Je pense à Michel Onfray par exemple. Michel Onfray, lui, il fait un vrai travail d'historien quand il écrit une contre-histoire de la philosophie. C'est-à-dire qu'il va voir les textes originaux, en tout cas ce qu'on a aujourd'hui comme copie restante de ce qu'on appelle les textes originaux. Non, Michel Onfray, lui, il ne croit pas en Jésus. Il croit au contraire que le Jésus historique n'a jamais existé, que c'est une construction complète de l'Église catholique. Il a le droit de croire ça. Moi, je ne suis pas loin de croire la même chose, mais ce n'est pas le sujet. Bref, Michel Onfray, lui, fait un vrai travail d'historien parce qu'il va voir les textes originaux. Or, c'est de plus en plus rare. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les historiens professionnels, entre guillemets, ils s'appuient sur le travail des historiens précédents comme si c'était des vérités absolues qu'il n'y avait absolument plus besoin de vérifier. Quel serait le scientifique dans le domaine physique, par exemple, qui serait pris au sérieux s'il disait, en fait, il n'y a plus besoin de vérifier aucun des phénomènes physiques sur lesquels il y a eu des théories qui ont fonctionné, parce que les gens qui ont travaillé avant nous sont des gens sérieux et talentueux, et il n'y a vraiment pas besoin de vérifier. Donc il y a très peu d'historiens aujourd'hui qui font un travail sérieux, et dans le passé aussi c'était vrai. Par exemple, en matière d'histoire de France, on a une histoire de France qui a fait référence pendant longtemps, c'est celle écrite par Michelet pendant le XIXe siècle. Donc Michelet a écrit une histoire de France très détaillée, avec des dizaines de tomes, quelque chose de monumental. Et en fait, il s'avère que quand Henri Guillemin a épluché l'histoire de Michelet dans le détail, il s'est aperçu d'erreurs extraordinaires, d'erreurs extravagantes, parce que Michelet n'avait rien vérifié. Il avait pris le travail d'historiens épars qui l'avaient précédé sur tel ou tel sujet, et il s'était dit, très bien,
je compile, je rassemble, je fais la synthèse de tout ça, et ça ira bien. Et évidemment, quand on fait ça, on a une chance sur deux de tomber sur le piège le plus grossier, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc il y a peu d'historiens sérieux. Bon, l'histoire outil d'analyse des événements passés, on l'a déjà vu, et donc on va plutôt avancer. Ça aussi, je l'avais dit, l'histoire c'est du storytelling. Et effectivement, c'est une notion fondamentale de notre époque où les spin doctors sont continuellement en train de faire du storytelling pour justifier ce qui est arrivé, pour justifier ce qu'on va faire, pour justifier le fait qu'il faut sauver les banques, pour justifier le fait qu'il faut aller à l'assaut de telle ou telle contrée, et il faut sauver... C'est quoi les spin doctors? Ouais, c'est une bonne question. Les spin doctors, ce sont les conseillers autour des dirigeants qui leur expliquent comment on va faire le wording, c'est-à-dire comment on va expliquer au bon peuple ce qui se passe en ce moment d'une façon acceptable. Très important, d'une façon acceptable. C'est-à-dire que au lieu que tel événement vous retombe dessus et soit considéré comme de votre faute, cher Premier ministre, on va faire en sorte de présenter l'événement tout à votre avantage, dans le cadre de votre vision, et que vous maîtrisez parfaitement la situation. C'est la fameuse phrase « Ces événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs ». C'est exactement ça que font les spin doctors. C'est de tordre la parole sur l'événement, de façon à faire en sorte que, oui, on l'avait prévu et on maîtrise complètement la situation, dormez tranquille, braves gens. C'est ça, en gros, le storytelling actuel de nos amis les spin doctors. Il faut comprendre que l'histoire, c'est la base même de la politique. Toutes les sociétés organisées s'appuient sur l'histoire. Oui, c'est vrai. Que dire quand le président français déplore les attentats alors que la France vend des armes? Elle vend des armes à tout le monde. Roosevelt était-il un spin doctor? Je vais revenir là-dessus après. Mais je prends la question. Là. La France se plaint d'être victime des attentats alors qu'on vend des armes partout dans le monde à qui est prêt à les acheter. Et bien souvent, d'ailleurs, on supplie qu'on nous achète nos couteaux-programmes, genre Rafale et autres. C'est pas que je souhaite dévaloriser les efforts de la France en la matière, parce que tous les autres font pareil. Les Anglais font pareil, les Américains font pareil, les Russes font pareil, et maintenant même les Chinois commencent à vendre des armes partout à qui en voudrait. Et ça m'étonnerait d'ailleurs que les Chinois s'arrêtent à vendre des armes à des interlocuteurs situés par exemple en Turquie, alors qu'on sait très bien que par un tour de passe-passe pas très subtil, ça finira par descendre un peu plus bas et d'être dans les mains de ces radicaux les plus violents, ou en Afrique, ou ailleurs, c'est toujours la même histoire. Le commerce des armes, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, quelles que soient les justifications morales qu'on mette en avant. Donc oui, on a là une contradiction de Tartuffe, où la France sanglote parce qu'on l'a agressée, alors qu'elle a donné à tout le monde, et pas souvent à des gens très recommandables, la possibilité de s'équiper en armement jusqu'à plus soif. C'est par exemple le président Sarkozy casant des armes à Kadhafi pour ensuite l'écraser sous une pluie de missiles quelques années après, quand Kadhafi n'était plus considéré comme quelqu'un de fréquentable. Mais je reviens sur la notion comme quoi l'histoire est la base de la politique des sociétés organisées. On va prendre encore un exemple récent. On va prendre le conflit en Ukraine. Le conflit en Ukraine, c'est les Russes qui disent « non, l'Ukraine, ça fait partie de notre zone d'influence historique. La Crimée, c'est là où on avait nos stations balnéaires et où on allait en vacances. Donc vous ne pouvez pas nous retirer ça, vous ne pouvez pas intégrer
l'Ukraine à l'OTAN, parce que l'Ukraine, c'est de notre côté. Et il s'appuie là-dessus pour dire, ben voilà, regardez, dans l'histoire, l'Ukraine a toujours fait partie de la Russie. Ça n'est que récemment que ça a été isolé comme un État, une nation en tant que telle, et puis ensuite un État indépendant. Mais par exemple, la création de l'Empire russe, ça remonte au, je ne sais plus exactement, 14e ou 13e siècle, je ne sais plus, à Kiev. Ça a été signé à Kiev, pas à Moscou, pas à Saint-Pétersbourg, qui n'existait même pas à cette époque-là, à Kiev. Donc c'est bien la preuve qu'elle a une continuité historique qui va bien au-delà des petites frontières qui ont été découpées plus récemment. Donc là, c'est la justification de l'État russe. Mais plus souvent aussi, on va prendre le contexte américain, que je connais puisque je l'étudie. Le contexte américain, on s'aperçoit, quand on creuse l'histoire des États-Unis, qu'il y a un événement absolument énorme pour eux, qu'est la guerre civile. La guerre civile, c'est ce que nous, on appelle, pour eux, la guerre de sécession. La guerre de sécession, c'est quand les États du Nord ont finalement attaqué les États du Sud qui prétendaient pouvoir sortir de l'Union. L'Union, c'était justement l'État fédéral qui avait été créé à la suite de la guerre d'indépendance avec les Anglais, qui avait commencé en 1776 et dont la conclusion avait été signée, je ne sais plus exactement, en 1784. Enfin bon, là on voit bien que de vouloir retenir les dates à tout prix, ça ne sert à rien. Ce n'est pas très important de se tromper sur une date de quelques années en avant, en arrière, ou même une décennie. Ce qui compte, c'est de savoir à peu près dans quelle zone temporelle ça se situe, et de ne pas se tromper sur la séquence des événements. Mais la date exacte, on s'en fiche, en fait. Bref, la guerre civile est le grand événement de l'histoire des États-Unis. Ouais, sauf pour l'IPO de Netscape. Ouais, c'est vrai, là, il faut mieux connaître la date précise, mais bon, c'est une blague. Bref, la guerre civile est le grand événement des États-Unis. Pourquoi ? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que la guerre civile, c'est la justification morale des États-Unis tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Eh bien, la guerre civile, dans un premier temps, c'était principalement un conflit d'interprétation du contexte fédéral. Les États du Sud disaient on peut sortir de l'Union, les États du Nord disaient non, vous ne pouvez pas sortir de l'Union, vous n'avez pas le droit, vous devez y rester, et si vous avez un comportement indépendant, eh bien on va remettre de l'ordre avec l'armée fédérale. Donc, conflits, armées qui s'affrontent, etc., etc. C'était ça au début, la guerre civile. Et puis, parce que le storytelling est passé par là, avec en quelque sorte une espèce de sanctification, béatisation du président Lincoln. Aujourd'hui, Lincoln, vis-à-vis des Américains, c'est une espèce d'icône, c'est un saint républicain, c'est assez amusant d'ailleurs. Lincoln a progressivement tourné, fait du spin doctors à lui tout seul, a transformé la guerre civile en une guerre morale d'affranchissement des esclaves, d'abolisation de l'esclavage. Et du coup, cette guerre qui a été un espèce de massacre très sanglant, parce qu'il a fallu attendre les batailles, certaines batailles de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ou même du Vietnam, pour arriver à retrouver le même nombre de morts à l'heure que les batailles les plus importantes de la guerre civile. Donc ça a été vraiment un espèce de traumatisme extraordinaire pour les Américains. Mais la guerre a été très utile parce que, bon, non seulement elle a mis les États du Sud au pas, non seulement elle a permis de dire, bah non, il y a une fédération, une seule, et puis vous ne pouvez pas en sortir, et effectivement elle a permis l'abolisation de l'esclavage, mais elle a surtout donné une justification morale à l'ensemble de cette nation pour dire, regardez, on est capable de faire une guerre civile entre nous pour abolir quelque chose
qui était complètement amoral, qui est l'esclavage. Et donc ça a permis aussi, par la même occasion, de masquer complètement une série d'actions tout à fait immorales de la part des Américains, qui a été la conquête de l'Ouest avec le massacre répété des Indiens, les promesses non tenues, les déportations, etc. Et là, par contre, il n'y a pas de justification morale. Donc, à chaque fois que les États-Unis veulent montrer qu'ils sont absolument appuyés sur des valeurs morales, ils mettent en avant la guerre civile. Alors non, c'est pas tout à fait en même temps, parce qu'effectivement, il y a eu un certain parallélisme entre les deux, mais le gros de la conquête de l'Ouest, d'aller jusqu'au Pacifique, c'est au moment de l'achèvement de la construction du chemin de fer de l'Atlantique au Pacifique. Donc, pendant ce temps-là, avec l'avancée du chemin de fer, la conquête de toutes les terres a été achevée, et la conquête des terres, la conséquence c'était il faut chasser ceux qui sont là. Ceux qui sont là d'ailleurs avaient déjà été repoussés précédemment dans les conquêtes précédentes. Donc on avait en quelque sorte une espèce de question indienne qui a abouti à une espèce de solution finale où on les massacre tous, on leur prend tout, et comme ça, il n'y a pas de problème, et les traités, les promesses qu'on a fait précédemment, elles sont caduques, et ça n'a aucune importance. Donc non, séquentiellement, c'est après. C'est-à-dire que c'est après la guerre civile que les Américains se sont focalisés sur cet aspect. L'autre aspect important qu'il faut comprendre sur l'histoire, c'est que l'histoire, c'est un continuum. Ce que je veux dire par là, c'est que les événements ne sont pas isolés. Les événements sont connectés les uns aux autres. Tout se passe avec des conséquences qui vont bien au-delà de l'endroit et l'époque de l'événement initial. C'est toujours une cascade de conséquences, et on peut toujours reconstituer la ligne de fracture depuis son point d'origine. L'histoire est un continuum, on est dans un continuum. Et donc, c'est pour ça qu'elle est un outil d'analyse aussi puissant, parce que tout est connecté, tout est relié. Et je vais donner un exemple qui permet d'illustrer ça. C'est comme en sciences. En sciences physiques, on sait bien qu'on vit dans un environnement qui n'est pas compartimentalisé. C'est-à-dire que c'est le fameux exemple d'un battement d'aile de papillon aux Philippines peut provoquer un tornado, une tempête au Texas, parce que les phénomènes météo s'amplifiant en cascade, ça finit par aboutir à ça. Bon, dans l'histoire, c'est la même chose. Tout est connecté. Je donne un exemple. L'origine du titre de tsar, le tsar de toutes les Russies, l'empereur de toutes les Russies, il portait ce titre tsar. Qu'est-ce que ça veut dire tsar? En fait, tsar, c'est une évolution du nom, du mot, du titre César. Le César, c'était, évidemment, on pense à Jules César, mais c'est un titre qui est resté après, de la même façon que Auguste, c'est un titre qui est resté. Mais César, c'était l'impérator. À l'époque, ça ne voulait pas dire empereur. Impérator, ça voulait dire commandant, et ça voulait dire celui qui a l'imprimatur, c'est-à-dire qui a le commandement, qui a le pouvoir. Et donc était César, celui à qui on confiait le pouvoir. Et l'Empire romain, donc les successeurs de César ont été les empereurs romains qu'on a connus. L'Empire romain, qui était quand même très étendu, a fini par se scinder en deux parties. C'est-à-dire la partie romaine, qui se passait à Rome, évidemment, et puis la partie occidentale et la partie orientale. La partie orientale avait sa capitale à Constantinople, l'Istanbul actuel. Et donc c'était la partie byzantine de l'Empire romain. Elle a survécu beaucoup plus longtemps que l'Empire romain d'Occident. Rome est tombée au 5e siècle. Le Constantinople, lui, est tombé beaucoup plus tardivement. Je crois que c'est le 13e siècle, je ne sais pas exactement, ça n'a pas d'importance. Une fois de plus, les dates sont des repères.
Ce n'est pas des éléments absolus qu'il faut intégrer jusqu'à la dernière décimale. Mais à l'époque, les Byzantins, qui faisaient face justement à l'expansion de l'islam déjà, faisaient appel pour se protéger à des mercenaires d'un peu partout, et en particulier des mercenaires venant de Russie, qui étaient au nord à ce moment-là. Et quand les Russes ont fini par se faire chasser de Constantinople, qui est tombé face à la poussée des musulmans, dans l'expansion de l'empire islamique de l'époque, ils sont remontés en Russie avec quelques traditions, et en particulier d'appeler César leur chef suprême. Et c'est comme ça que le titre est resté et a pu être porté jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, par les empereurs de Russie. Et c'est la même chose en Allemagne. En Allemagne, le titre de Kaiser, c'était là aussi une déformation du mot César. Donc c'est là où on voit qu'il y a un continuum absolu, même dans les petites choses, même dans les anecdotes. On s'aperçoit par exemple qu'il y a une connexion entre Jules César et les empereurs russes, en passant par Constantinople et les Byzantins. C'est quand même assez extraordinaire, c'est vertigineux. Et ça permet justement de comprendre que rien de ce qu'on a aujourd'hui ne vient du néant. Tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce avec lequel on évolue aujourd'hui, vient d'un empilement de traditions qui ont survécu. Le progrès, on dit, souvent on dit la tradition, c'est du progrès qui a réussi. Là aussi, il y a une espèce de darwinisme entre les tendances qui n'ont pas survécu et qui ont été oubliées, les poubelles de l'histoire, comme on dit, et puis celles qui, au contraire, ont eu du succès et ont perduré, ont survécu, ont connu de l'expansion. On va conclure parce qu'on a déjà bien avancé sur cette partie. L'histoire, c'est évidemment présenté de façon basique comme l'enregistrement des événements, mais il ne faut jamais oublier que c'est avec un agenda. Donc c'est un enregistrement partiel, parce que tout comme on dit, la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une carte de la taille d'un territoire, sinon elle ne sert à rien, elle n'est pas praticable. De la même façon, on n'enregistre pas l'intégralité de l'événement, parce que sinon, ce n'est pas manipulable. Donc c'est un enregistrement partiel, mais c'est également un enregistrement partial. Parce qu'on enregistre toujours l'événement selon l'angle dans lequel on le voit, mais également l'angle avec lequel on veut le voir. Pour donner un exemple tout simple, si on regardait récemment le Grand Prix de Valence en MotoGP, on regardait principalement la course de Rossi parce que c'était là qu'était l'enjeu principal. Donc même s'il y a eu des batailles formidables devant ou derrière, finalement on ne les a pas bien suivies parce qu'on voulait voir si Rossi allait remplir ce pari formidable. Donc là aussi c'était une vision partielle et partiale de l'événement. Donc l'histoire est également souvent falsifiée parce que quand vous avez le recul et que vous avez la matière, vous dites voilà, je vais l'assembler de telle façon pour porter tel message parce que ça va me servir pour tel objectif. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on s'imagine. D'ailleurs, on peut dire que toutes les sociétés utilisent ce qu'on appelle le roman historique. Le roman historique, c'est justement la falsification des événements tels qu'ils se sont passés pour les faire apparaître tels qu'on voudrait les mettre en avant. L'exemple le plus récent de roman historique, c'est celui qu'avait rédigé, entre guillemets, De Gaulle à la Libération, en parlant d'une France résistante. La France n'avait pas été tellement résistante, la France avait été plus collaboratrice que résistante, mais pour réunifier le peuple français, lui redonner de l'élan, le remettre en avant, il valait mieux parler d'une France résistante. C'est ça l'exemple du roman historique. D'ailleurs, on peut dire que l'ensemble des sociétés actuelles, reposent sur un roman historique. On a vu tout à l'heure celui fondateur des États-Unis, mais on peut en identifier partout.
Ça a d'abord été employé, cette rédaction de l'histoire avec un objectif par les religieux. On pense aux évangiles par exemple, à tout ce qu'on a appelé les textes sacrés. Mais aujourd'hui, c'est largement aussi utilisé par la société civile et ça devient en quelque sorte les titres de propriété de toutes ces sociétés organisées qui s'appuient toujours sur des bases morales, sur un statu quo qui prend ses racines et sa légitimité dans le déroulement historique. Voilà, merci de votre attention sur un sujet aussi difficile en fait. J'espère que j'ai pu vous apporter un éclairage intéressant. Voilà.